Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet tabou mais bien réel, les addictions en entreprise. On en parle dans quelques instants avec un addictologue, Alexis Péchard, à l'occasion d'ailleurs d'une campagne de prévention à travers un escape game. Il va tout vous expliquer. Et puis comme chaque vendredi, le livre de Smart Job, au fond de la classe et sur le devant de la scène. C'est le titre de ce livre écrit par Aline Peugeot, son deuxième livre. Elle nous dévoile son parcours de cancre, on peut le dire comme cela. Et elle nous dit il est possible de briser ces chaînes. Elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Puis le débat d'actu du vendredi avec beaucoup de sujets, avec un mot-clé, le pouvoir d'achat. On y reviendra évidemment avec nos invités. Une pénurie de main-d'œuvre qui se confirme dans certains secteurs. Et puis formation aussi. On en parlera avec ce plan lancé par la ministre du Travail, un grand plan de formation en direction des chômeurs de longue durée, mais aussi en direction des salariés. Voilà les deux thèmes de notre débat d'actu. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guité. Elle est spécialiste du recrutement et elle nous parlera des boulettes. Alors elle a peut-être vécu à travers des entretiens les boulettes qu'il faut impérativement éviter. Voilà le programme. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, parfois même trop bien dans son job, on va parler d'addiction. Alors c'est un sujet tabou dont personne ne parle en général. Les addictions, c'est les drogues, ce sont évidemment l'alcool et toutes sortes d'autres choses dont on va parler avec Alexis Péchard. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes président et addictologue dans votre entreprise, celle que vous avez créée en 2014, CEO de GAE Conseil. Alors c'est une toute petite structure, mais sur laquelle, évidemment, vous vous appuyez sur 30 spécialistes. On est un peu plus de 35 spécialistes aujourd'hui qui travaillent effectivement dans nos équipes et qui accompagnent des structures privées, publiques, de toute taille et de tout secteur professionnel dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire des pratiques addictives. Donc tout ce qui a trait, vous l'avez dit, à la consommation de produits dits psychoactifs comme l'alcool, les médicaments, les produits stupéfiants, mais également sur toutes ces addictions dites sans produits, les addictions comportementales dont on parle de plus en plus ces derniers temps. Je pense aux pratiques d'hyperconnexion bien sûr, d'addiction au jeu, les cyberdépendances de manière plus générale, les pratiques d'achat compulsif, les troubles du comportement alimentaire, l'addiction au sexe et à la pornographie. Voilà, toutes ces dépendances qui sont de l'ordre du comportement et qui posent un certain nombre de problèmes également. Vous levez finalement les coins de voile sur des sujets dont on n'ose pas parler, mais dont les RH sont confrontés avec toute cette palette d'addiction. Pourquoi c'est tabou ? C'est toujours tabou d'ailleurs ce sujet ? Alors un petit peu moins ces derniers mois du fait de la pandémie qui a malheureusement affecté la santé psychologique des Français, des actifs bien sûr, des télétravailleurs de manière encore plus accrue bien sûr, et où effectivement on a vu un accroissement très important des pratiques addictives chez les salariés ces derniers mois. Il y a différentes études qui ont été menées sur le sujet. Alors confinement certes, mais pas que. Addictif, ça commence par quoi ? Par l'alcool, par l'excès d'alcool le soir parce qu'on est tout seul et qu'on picole un peu ? Exactement. On avait mené avec l'Institut Odoxa pendant le premier confinement une étude sur l'impact du confinement et du télétravail sur les pratiques addictives. C'était 5,5 millions de personnes qui ont augmenté leur consommation d'alcool, plus de 22% qui ont augmenté leur consommation de médicaments psychotropes et notamment de médicaments anxiolytiques. C'est près de 25% qui ont augmenté la consommation de tabac, 27% pour le cannabis, plus de 50% qui ont augmenté leur temps passé sur les écrans. C'est vraiment l'ensemble des pratiques addictives, malheureusement, qui ont augmenté en termes d'usage et de pratique. Alors, on se souvient, j'ai en tête ce débat chez Boeing, je crois, sur les pilotes d'avion qui prenaient de la cocaïne. Ça avait été soulevé. Alors ça, c'est des cas les plus médiatiques. Comment ça dérègle la vie au travail, ces addictions ? Parce que c'est vrai que le cannabis, c'est vrai que l'alcool, ça dérègle finalement les relations qu'on a avec les autres. Alors avant de dérégler, il y a quand même un facteur extrêmement social et on n'est pas extrêmement clair, et notamment sur le sujet de l'alcool. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'abord qui est festif, convivial. Et en fait, la consigne qui ne se dit pas, qui est inconsciente, c'est consomme, mais consomme comme tout le monde. La personne qui ne consomme pas, globalement, on la met de côté parce qu'elle nous embête. La personne qui consomme trop et qui serait dans une situation de dépendance, elle nous embête également. Aussi. Donc il faut consommer, mais comme tout le monde. Et puis, à partir du moment où on arrive effectivement dans la spirale de l'addiction, vraiment dans cette maladie chronique, à ce moment-là, dans l'entreprise, on résume souvent la situation en disant que c'est la personne dont tout le monde parle, mais à qui on ne parle plus. C'est-à-dire que c'est vraiment le secret de Polichinelle, mais
plus tant que ça finalement. Et puis il y a un phénomène d'inclusion au départ, et jusqu'au moment où on n'en peut plus, et où là effectivement c'est plutôt un phénomène d'exclusion, et c'est à ce moment-là où ça remonte plutôt au bureau du DRH qui découvre une problématique qui dure depuis souvent des années. Et c'est dans ces situations-là où des DRH nous sollicitent pour des accompagnements un peu en mode pompier. Et on est au bord du gouffre. Vous arrivez un peu trop tard parfois, non? Parce que la personne a déjà... Parfois, effectivement. Très avancé. Oui, parfois, alors très avancé tant sur le plan des conséquences, sur le plan du travail, que sur le plan de la santé. Évidemment, je pense à un collaborateur. C'était une grande marque de luxe qui nous avait sollicité, problématique alcool, collaborateur, 25 ans d'ancienneté dans cette maison, grande maison française, accompagnement mis en place, financé par l'employeur. Nous sommes arrivés trop tard. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des conséquences trop importantes liées à sa consommation d'alcool. Et une fois le sevrage réalisé, nous avons découvert une démence précoce chez un monsieur à peine 55 ans, démence précoce induite par sa consommation d'alcool. Mais ça veut dire aussi, sans incriminer ce groupe de luxe français, que l'ensemble de la chaîne et des sonnettes d'alarme n'ont pas été tirées. C'est-à-dire qu'on savait, c'était quoi, une forme d'alcoolisme mondain, il avait plutôt une bonne place, comme on dit, on n'ose pas le dire. Alors on n'ose pas le dire, et puis surtout la première tendance, la première réaction, c'est de se dire qu'on va, pour aider, on va vouloir faire à la place de l'autre. On va pas vouloir être dans une situation de délation. On a la crainte que on va être le mauvais collègue, on va être la mauvaise personne. C'est vraiment tous ces freins qui font que on n'aborde pas le sujet. Et au contraire, je rappelle souvent que c'est ce déni collectif de l'entourage professionnel qui vient alimenter le déni de la personne en n'abordant pas le sujet. Au contraire, on vient valider sa pratique addictive. Donc le conseil que vous nous donnez, parce qu'on a souvent eu des collègues qui étaient parfois trop dans le cannabis, parfois trop dans certaines problématiques, c'est quand même aller voir les DRH pour dire je le fais pour l'aider. Il ne faut pas le laisser seul. Le DRH, pourquoi pas, mais la première chose, c'est d'aborder le sujet avec la personne. Avec lui. La personne directement, en fait. C'est à partir du moment où on s'inquiète, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc, ce quelque chose, il va falloir le verbaliser, l'objectiver en disant qu'est-ce qui a changé, c'est quoi cet écart, qu'est-ce qui nous inquiète et pourquoi. Et puis à partir de ce moment-là, il y a plein de ressources qui existent en entreprise. Il y a les drogues. Vous parlez des polydrogues, puisque l'alcool à forte dose est aussi une drogue. Elle fonctionne comme une drogue. On est accro. Le cannabis. Là, on parlait d'un peu de l'alcoolisme mondain, c'est-à-dire de cadres qui d'abord prennent l'apéritif, puis finalement deviennent alcooliques. Mais il y a aussi toute cette pratique du cannabis de ceux qui travaillent la nuit, dans les entrepôts. Comment on fait là? Il faut faire de la prévention, on colle des affiches, on met des caméras. Comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'il y a une pratique de consommation de drogue sur les lieux de travail. Le cannabis aujourd'hui est le premier produit illicite consommé en France, et bien sûr et donc en milieu professionnel. Alors aujourd'hui, on a des entreprises qui mettent en place des politiques globales de prévention. Il ne s'agit pas d'avoir une approche qui serait stigmatisante sur un produit plus qu'un autre, ça c'est très important. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Qui intègrent au-delà de tout ce qu'ils mettent en place en termes de politique de prévention globale, de dialogue social également, parce que c'est éminemment un sujet de dialogue social dans l'entreprise, c'est très important. Ils mettent en place également souvent des actions de dépistage, alcool et stupéfiants, qui participent à un moment donné à la prise de conscience chez des personnes qui ne sont pas encore dans une situation de dépendance et qui ont cette peur, entre guillemets, du gendarme. Alors, là, c'est la peur du gendarme. Les bons et les mauvais côtés. Parce que derrière, c'est la sanction. Exactement. Oui, derrière, c'est la sanction et la mise à pied, parfois le licenciement. Je voudrais qu'on regarde, parce que vous êtes aussi sur ce plateau, parce qu'il y a une grande campagne qui se lance. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie avant de se quitter. Alors, c'est les grandes compagnies d'assurance, les 7 acteurs principaux de la protection sociale, AG2R, la Mondiale, la MAF, la GMF, la MMA, le groupe Agrica, la FAST, le Fonds d'action sociale de travail temporaire, et la CCMO Mutuelle, je ne voulais pas l'oublier. Regardez ce petit clip, parce que c'est un escape game. Voilà, c'est une manière un peu ludique d'aborder le sujet versus western. Voilà, pour discriminer personne, ça se passe au moment du western. On va regarder quelques images, puis vous allez nous expliquer quel est l'esprit de ce jeu. Je te présente le nouveau shérif, Annie Cassidy. Vous savez ce qui est arrivé à Mehmet ? J'espère qu'il pourrit au fond d'un ravin. Regardez-moi la finesse de cet ouvrage. De l'addiction.
Voilà, on revient avec ce petit geste de mon stylo. Concrètement, l'idée c'est quoi? C'est de rendre ludique quelque chose qui est très sensible, dont on a peur de parler. Exactement. L'idée, c'est de s'adresser au plus grand nombre. C'est un escape game qui va être, grâce aux partenaires de la protection sociale que vous avez cité à l'instant, on touche plus de 52% des Français. Donc c'est vraiment une campagne d'envergure nationale extrêmement importante. Je souligne et je remercie encore une fois ces acteurs qui ont bien voulu répondre à notre appel, à notre alerte, il y a plusieurs mois, avant même le début de la crise sanitaire. Et qui estiment que c'est important de... Ouais, qui sont vraiment conscients et extrêmement socialement engagés sur le fait que les pratiques de santé publique, ils doivent se positionner et ils ont une réponse à apporter. Et donc, effectivement, cette campagne est un premier élément de réponse pour sensibiliser le plus grand nombre et favoriser une prise de conscience. On y joue où à cet escape game? Comment on fait là pour accéder à ce jeu? Est-ce que c'est les entreprises qui le mettent en place? Comment vous l'organisez, l'escape game? En fait, c'est chaque partenaire, ces différentes marques, AG2R, Agrica, etc., qui communiquent auprès de leurs bénéficiaires, de leurs assurés, mais également auprès de leurs salariés, bien évidemment. C'est pas uniquement pour leurs clients. C'est pour leurs équipes. C'est aussi pour... Ils sont peut-être concernés. Il n'y a pas de, là encore, il n'y a pas de discrimination et qui communiquent avec des accès qui leur sont directement réservés. Donc ça partira de ces grandes compagnies ou de ces travailleurs, ces spécialistes de l'action sociale et des mutuelles qui feront descendre vers les entreprises à elles de s'en emparer. Avec des stratégies. Et c'est pas que les entreprises, c'est tous les bénéficiaires. Tous les bénéficiaires. Ça va de personnes retraitées aux plus jeunes. Enfin, voilà, c'est pas uniquement en l'occurrence des actifs. Ça a commencé le 22 septembre, donc il y a quelques jours maintenant. Ça va durer combien de temps cette initiative? C'est une campagne qui va durer pendant 3 ans. Avec une mise en ligne et donc cette accessibilité pendant 3 ans. Au-delà de l'escape game et donc de ce principe de devenir acteur de sa propre prévention, parce que c'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière. Les participants vont être amenés à rencontrer, en l'occurrence, un addictologue et un psychologue qui vont leur délivrer, en fonction de leurs choix, de leurs interactions dans cette campagne de prévention, des conseils de prévention spécifiques. Avant de nous quitter, Alexis, j'ai pas compris comment ça marchait cet escape game. En 2 mots, comment ça marche? Alors c'est des vidéos, simplement en mode lecture, et vous allez voir des arrêts sur image et avec des énigmes, des activités à Et on est acteur de cet escape game. Exactement. À distance. C'est pas bon pour ceux qui sont trop addicts à leur téléphone quand même. C'est limité dans le temps. C'est limité dans le temps, parce que c'est important, il y a quand même beaucoup de gens qui sont accros à tous les réseaux sociaux qui les rendent dingues et qui leur fait perdre un temps fou par ailleurs. Merci Alexis Péchard. Peut-être vous reviendrez nous voir dans 6 mois pour voir un petit peu où en est ce jeu, cet escape, et puis qu'est-ce qui est ressorti finalement, est-ce que les gens s'en sont vraiment emparés? Ça c'est intéressant de le savoir. Président, addictologue et CEO de GAE Conseil, c'est votre entreprise, et vous l'avez créé en 2014, l'un des experts français sur ces questions d'addictologie en entreprise notamment. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi. Un auteur, un livre, et là on parle des cancres. Et oui, on l'accueille tout de suite. Le livre de Smart Job. Je propose de découvrir la couverture. Je trouve le titre assez génial. Du fond de la classe au devant de la scène. On voit bien évidemment le parcours et le chemin parcouru par Aline Peugeot, qui est notre invitée et qui est l'auteur de ce livre. C'est son 2e livre à Aline Peugeot. Bonjour Aline. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir parce que ce livre est vraiment une claque, parce que vous êtes très cash. D'abord, quelques mots sur vous. Sur votre histoire. Vous êtes conférencière, vous faites des conférences TEDx, vous avez une notoriété. J'allais dire, vous avez réussi votre vie. Vous avez réussi votre vie, vous avez réussi dans la vie d'ailleurs, parce que c'est un sujet que vous soulevez. J'ai réussi ma vie. Dans la vie, ça c'est le regard des autres, on va dire, mais en fait, ça fait que 5 ans que je suis en activité professionnelle. Durant les premiers 50 ans de ma vie, ça a été que des épreuves, des souffrances, des incompréhensions qui m'ont menée jusqu'à être SDF et à expérimenter pas mal de sujets sensibles de la société, comme les violences conjugales. Donc, je me suis perdue. Et en fait, à travers une quête spirituelle, avec des notions très similaires à des psychothérapies classiques, on va dire, je me suis retrouvée, je suis allée à ma rencontre et forcément j'ai découvert mes compétences et mes forces là où la société et le système scolaire classique se mettaient un point d'honneur de mettre le doigt où ça pêchait, où il y avait mes faiblesses. Donc il a bien fallu que moi, puisque personne ne m'aidait, j'aille chercher mes forces. Et c'est comme ça que j'ai découvert la facilité de m'exprimer, ma passion des mots, surtout ceux qu'on m'a jamais dit, ceux que j'aurais voulu entendre.
Et l'expression, voilà, vraiment le partage pour inspirer d'autres, pour leur dire que quoi qu'il se passe dans la vie, même quand on est dans des situations les plus inextricables, il y a toujours un espoir. Et même si on vous dit, et surtout faire comprendre aux gens que quand on cesse de courir après la reconnaissance, on trouve bien plus, on trouve l'accomplissement, l'épanouissement. Aline Peugeot, je vois comme si Peugeot, c'est un nom évidemment mondialement connu et en France extrêmement connu. C'est pas trop lourd à porter ce nom Peugeot, parce que dans votre livre vous dites dès le départ, bon, vous nous prenez par la main, vous dites j'ai toujours été une cancre. Voilà, j'ai toujours été celle qui était au fond de la classe, avec tout ce que vous venez d'indiquer et toutes les conséquences qu'implique le fait d'être un jour un cancre. Peugeot, comment ça se vivait quand vous étiez, je dirais, au fond du trou? Ben, c'est l'histoire de toute ma vie, hein, parce que j'ai été adoptée par cette famille, effectivement, mais j'étais pas équipée pour, on va dire. C'est-à-dire que je répondais pas à leurs attentes. Dans cette famille bourgeoise, quand on est une femme, pour s'excuser d'être une femme, au minimum, on a un QI énorme. Et c'était pas mon cas. J'avais des facultés cognitives très faibles. J'ai d'autres intelligences, évidemment. Et ça n'a pas contribué à ma réussite. Et on avait énormément d'attentes envers moi. Et j'ai pas pu y répondre. Donc c'est aussi ça qui m'a fait couler, qui m'a mené au fond du gouffre. Voilà, ça a été très lourd à porter, Peugeot, parce que ça apporte beaucoup de convoitises, beaucoup d'attentes, comme je vous ai dit. Et ça fausse les rapports. Et il y a beaucoup de préjugés, d'étiquettes qu'on vous met dessus, donc ça aide pas non plus à être entendu, à être écouté. J'insistais, je vous posais cette question par rapport à votre nom, parce que j'ai le sentiment quand même que ce qui vous a fait descendre en enfer, et vous êtes remonté depuis, vous vous tenez droite, et vous êtes épanouie, vous êtes une femme heureuse, c'était finalement ce décalage entre les attentes qu'on attendait de vous et ce que vous étiez vraiment à l'intérieur de vous-même. Mais tout à fait, personne n'avait envie de voir qui j'étais, parce que pour eux c'était catalogué rebelle, puisque je répondais pas à leurs attentes. Donc j'étais rebelle, j'étais marginale, j'étais le vilain petit canard dans la famille, voilà, celle qui détonnait, celle qu'on remarque alors qu'il faut pas se faire remarquer, alors qu'on doit rentrer dans le moule et qu'on doit suivre un cursus, voilà, faire des grandes études, épouser quelqu'un de riche et tout ça. Et moi c'était à l'opposé de ça, voilà. Donc oui, ça a été très lourd parce que c'était pas ma nature. Il y a ces racines, vos racines et votre lien avec la famille, puis aussi le volet éducatif. Parce qu'il y a quand même dans votre livre, votre deuxième livre, celui qu'on présente aujourd'hui, l'idée quand même de regarder les gens dans les yeux, vos lecteurs, et de leur dire « brisez vos chaînes, c'est possible, regardez ce que j'ai été et regardez ce que je suis devenu ». C'est ça, Arnaud, mais encore plus, c'est aller vraiment à la rencontre de votre singularité, parce que c'est celle-ci qui va enrichir le monde, c'est celle-ci qui va apporter. À quoi bon être tous dans la même énergie et faire 1 million de choses pareilles, alors que quand on fait des choses différentes, c'est là qu'il y a un cumul et une force qui se forme. Et je dis aux gens, osez exprimer votre différence, voilà. Allez la trouver et osez exprimer, parce que ce sont des outils avec lesquels vous allez réussir tout ce à quoi vous aspirez, tout simplement. Juste, Aline, c'est important, parce que je laisse le lecteur, je ne veux pas prendre votre livre et en lire les meilleures pages, parce que je le laisse découvrir ce livre, parce que c'est très bien écrit, il y a une vraie poésie dans ce que vous racontez, c'est parfois tragique. À quel moment ça bascule? À quel moment vous commencez à, j'allais dire, basculer dans un autre univers où vous dites, ça y est, je suis en train de relever la tête, je suis en train d'être moi-même? J'ai toujours été moi-même, en fait, et c'est bien pour ça que j'ai tellement souffert, parce que je me suis confrontée à un monde qui était à l'opposé de mes valeurs intérieures. Par contre, à un moment, il est arrivé où j'en pouvais plus, la corde allait casser. Donc, soit je cessais cette vie d'une manière radicale, soit je cessais de la voir autrement. Et j'ai choisi de la voir différemment. Et c'est là que la physique quantique et pas mal d'autres notions sont venues à ma rescousse et m'ont fait comprendre qu'en fait, plus on focalisait sur ce qui nous déplaisait, plus on le faisait exister, et puis qu'il suffisait de porter son regard à côté. Et qu'à côté, c'était libre de construire tout ce dont on avait envie, tout ce qui correspond à nos valeurs et à notre monde idéal, on va dire. Et je pense que j'ai construit mon monde idéal et je le transpire, voilà. C'est tout simplement à travers mes écrits, mes conférences, mes formations, où j'accompagne les gens à aller à la rencontre d'eux et les vies se transforment, se métamorphosent, comme moi je me suis métamorphosée dans le sens où je suis quand même restée moi-même, mais maintenant c'est d'une façon épanouie, accomplie. Et quel lien vous gardez avec votre famille, justement, avec ce nom que vous portez et qui est très lourd à porter, on vient de l'entendre?
Je suis très fière maintenant de le porter. J'ai jamais été très très proche d'eux, mais je pense que quelque part, à ma façon, je fais honneur à cette famille parce qu'il ne faut pas oublier que la famille Peugeot était très dans l'humanitaire au début et apportait beaucoup aux gens, et c'est ce que je fais. Donc je pense être dans la lignée finalement. Avant de nous quitter, Aline Peugeot, à travers ce livre, qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Quel était le message que vous envoyez aux lecteurs et à ceux qui nous écoutent en ce moment? J'ai envie de dire que c'est normal que tout stagne parce qu'on ne va pas chercher le problème à la base, au socle. On va chercher dans les effets, mais on ne va pas gratter un petit peu la cause, et que tout est à reprendre depuis le début. Tout est à retricoter, on va dire, avec des mailles beaucoup plus conscientes, beaucoup plus investies. Et j'en parle dans mon livre, notamment en développant ma vision du mot bonheur. Par exemple, rien que dans les mots bonheur, réussite et succès, les définitions ont été totalement dénaturées. Elles sont devenues plus culturelles que véritablement naturelles. Donc les gens n'osent plus aller vers la réussite, n'osent plus envisager le succès parce que c'est pas bien, parce que c'est pas pour eux. Il y a une séparation dans notre société, voilà, et j'aimerais rassembler. Parce que la différence, c'est pas quelque chose qui sépare. On nous fait croire ceci à travers plein de notions de racisme et compagnie, mais non, la différence rassemble et apporte énormément de puissance. Oui, Arnaud, je vous ai coupé. Vous envoyez un message politique, évidemment, dans le contexte actuel. Aline, ça a été quoi votre bonheur du jour? Parce que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que c'est le bonheur consumériste qu'on nous vend, c'est le bonheur de l'objet, de la consommation, de la possession. C'était quoi votre bonheur, voilà, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était vous, Arnaud, parce que franchement, je trouve que l'ouverture d'une chaîne comme la vôtre et qui donne la parole à quelqu'un comme moi, un cancre qui est autodidacte et qui a fait vraiment son parcours toute seule, je trouve que c'est preuve de maturité, de sagesse et d'ouverture incommensurable. Voilà, c'est mon plus beau cadeau parce que je vois qu'il y a beaucoup de magazines, beaucoup d'émissions qui se font. On parle des cancres, on parle des accidentés du parcours de l'existence, mais le problème, c'est que c'est des gens qui ont bac plus 15 qui parlent, c'est des scientifiques. C'est pas les cancres eux-mêmes, c'est pas les personnes qui sont concernées. Et voilà, rien que ça, c'est bancal, c'est pas cohérent. Donc Arnaud, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce temps de parole. C'est très touchant ce que vous nous dites. C'est vrai qu'on est la chaîne des audacieux. Ça fait un peu plus d'un an qu'on existe et on donne aussi la parole à des personnes qui font ou ont fait un pas de côté. Vous vous considérez toujours comme une cancre, Aline, ou c'est fini ce mot qui vous a collé au doigt? Alors j'ai beaucoup entendu sur mon parcours, mais apparemment Aline, tu es quelqu'un qui a un haut potentiel. Mais je dirais pas que j'ai un haut potentiel, simplement je l'ai découvert et je l'utilise, et je pense qu'on est tous des hauts potentiels à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Voilà. Mais cancre, oui, si vous me parlez mathématiques, si vous me parlez mémoire, pure mémoire, je suis incapable d'enregistrer une simple poésie, mais j'ai d'autres façons de mémoriser, mais surtout les sujets qui me plaisent. En fait, quand tous mes sens sont nourris, je suis capable de me dépasser. Mais donc oui, je pense, quand je vois mon dernier fils qui a 15 ans, dans le système scolaire, comment ça se passe, ça n'a pas changé depuis 30 ans. Donc oui, je pense que je suis encore une cancre si j'allais à l'école aujourd'hui. Une rebelle et une cancre, du fond de la classe et au devant de la scène. On voit le parcours accompli, l'accomplissement d'un cancre, écrit par Aline Peugeot, qui était notre invitée dans le livre cette semaine de Smart Job. C'était merci d'être venue dans notre émission, Aline. Et puis j'invite tous les lecteurs à se pencher sur votre livre, parce que c'est une leçon de vie que vous donnez aux lecteurs. Merci beaucoup, Aline. Merci du fond du cœur, à vous. On fait une courte pause, si vous le voulez bien, puis on va s'intéresser au débat d'actualité. On va revenir à l'actualité avec un mot, le pouvoir d'achat. C'est le sujet de la semaine. On va parler pénurie de main-d'œuvre, puis on parlera aussi de ce plan de formation à 1,4 milliard en direction des salariés et des chômeurs de longue durée. Voilà le thème. On fait une courte pause et on retrouve mes invités. Le cercle RH, notre débat d'actu, avec beaucoup de choses aujourd'hui parce que l'actualité a été très riche, avec un mot, le pouvoir d'achat et l'inflation. Regardez ce chiffre, parce que l'inflation dérape. C'est assez inquiétant, les économistes disent que ça ne va pas durer, mais l'inflation est à 2,1. On l'a vu évidemment récemment avec les hausses de gaz, d'électricité, des produits de bricolage, le bois. Tous ces produits ont augmenté, et je ne parle pas de l'essence, parce que l'essence, évidemment, progresse de semaine en semaine. C'est un sujet, on va en parler, on va parler de pouvoir d'achat, de la pénurie de main-d'œuvre
qui est un thème au cœur de l'actualité. Puis on parlera aussi, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler avec mes invités, du chômage de longue durée et de ce plan de formation enclenché par le gouvernement, 1,4 milliard pour accompagner les salariés dans leur employabilité, c'est-à-dire leur transfert vers des secteurs sous tension. On en parle avec 3 invités aujourd'hui. Olivia Copin, merci d'être là. Vous êtes CEO de Just Business. Just Business ou Just Business ? Just Business. Just Business, moi ça me plaît bien aussi. Conseil en transformation éthique, positive, leadership et communication responsable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À mes côtés, Valérie Oanessian. Bonjour Valérie. Vous êtes directrice générale de la Société française des analystes financiers, la SFAF, administratrice de la Fondation Concorde. Je m'arrête là pour la liste parce que vous travaillez aussi beaucoup sur la médiation à travers un livre qu'on avait présenté il y a quelques mois maintenant. Benjamin Zimmer, merci de nous rejoindre. C'est la première fois que vous venez dans le cercle très fermé des experts, directeur délégué de Silver Alliance et vice-président d'entreprise et progrès. Un mot sur l'inflation, juste votre réaction, parce que on sent que le sujet monte, parce que l'inflation, au-delà du chiffre économique, c'est aussi du mécontentement. Des salariés, par exemple, des consommateurs. Oui, Valérie ? Oui, il y a une logique de reprise, de rattrapage et surtout une augmentation des prix des matières premières, puisque l'inflation est liée à cette augmentation du prix des matières premières. Donc il faut voir dans le temps ce que ça donne, mais ça peut en effet générer des... Les gilets jaunes avaient démarré sur l'essence. Hein. Oui, alors il n'y avait pas que l'essence dans les gilets jaunes, il y avait également les 80 km/h. C'est vrai. C'était une révolte d'automobilistes plus qu'une révolte... Et de retraités au départ, hein, rappelons-le. Fiscale. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus, on n'était plus habitué depuis longtemps à cette notion d'inflation que nous avions un peu perdu de vue. C'est vrai. L'inflation inquiétante. Je dirais sur les incidences quotidiennes, parce que les Français sont très sensibles à cette question d'inflation. Les salariés aussi, c'est pour ça qu'on va parler de pouvoir d'achat d'ailleurs. Évidemment que c'est inquiétant, mais c'était effectivement inéluctable compte tenu du fait qu'on a débranché l'économie pendant trop de mois. C'était annoncé. C'était annoncé. On savait qu'on aurait des moments difficiles. Ils sont devant nous. Maintenant, il faut effectivement réfléchir à des alternatives pour essayer de compenser cette perte de pouvoir d'achat, parce que finalement, ça va être une perte de pouvoir d'achat pour... Et vous me faites la transition. C'est pour ça que je démarrais par l'inflation, parce que l'inflation, c'est automatiquement dans la bouche des salariés l'idée que leur salaire ne va pas progresser, mais qu'en même temps, ils vont avoir des surcoûts de consommation énergétique, pour se déplacer. Comment vous regardez cette équation entre pouvoir d'achat et inflation ? Parce qu'immédiatement, le gouvernement a réagi, parce qu'il a décidé d'annoncer ce soir, le Premier ministre va faire des annonces très concrètes avec le chèque énergie notamment. Oui, bien sûr, parce que c'est d'abord un risque économique, comme vous l'avez dit, mais c'est toujours aussi un risque politique, puisqu'évidemment, l'inflation a un impact directement sur le pouvoir d'achat, et ça va être un des sujets clés de l'année présidentielle qui s'annonce. Et effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre, aujourd'hui, le mécontentement, il peut venir de n'importe qui. Donc la difficulté pour le gouvernement, c'est d'éviter évidemment ce basculement vers une gronde sociale qui a été annoncé aussi depuis un moment. Donc on pensait être face à un mur de la dette, ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui sont très sensibles. Voilà, on est dans la reprise économique, c'est d'ailleurs un grand paradoxe. Valérie Oanessian, rentrons dans le vif du sujet. Les économistes, ceux qui font de l'économie et pas de politique, disent attention, il faut faire attention, parce que si on augmente trop vite les salaires, automatiquement on enclenche évidemment une mécanique inflationniste. Ça, c'est une théorie des économistes. Néanmoins, la question du pouvoir d'achat, elle est directement liée aux pénuries d'emplois. Enfin, le Premier ministre, le Président de la République s'est déplacé à Lyon pour ce grand raout autour de la restauration, et tous les chefs d'entreprise lui ont dit « je trouve plus de salariés, on ferme les restaurants, on ne peut plus ouvrir le midi ». On les augmente ou on ne les augmente pas, ces salaires ? Qu'est-ce que vous en dites à la Fondation Concorde ? D'abord, je pense qu'il y a un paradoxe qu'il faut souligner, c'est que il y a une tension sur l'emploi parce qu'il y a à la fois un problème d'offre et de demande. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, le chômage, il n'a pas baissé. Et il est passé à 8. Oui, il reste quand même extrêmement élevé. Et en même temps, il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas de candidats. Donc il y a un petit peu l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Ne se rencontrent pas. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'adéquation. On le savait, ça a été amplifié par la crise. Et il y a ce problème d'adéquation à la fois sur les emplois très qualifiés, notamment dans le monde de la technologie,
Et puis sur les emplois de proximité, Peu ou moins pas qualifiés, qualifiés. peu ou pas qualifiés, on pense tout de suite à la restauration, à l'hôtellerie, au bâtiment, Bâtiment, absolument. etc. La logistique. À la logistique. Et donc là, on peut se demander pourquoi. Alors des études ont eu lieu, même assez récemment, sur le fait que ces emplois étaient mal payés, qu'ils avaient une mauvaise image de marque, que le rapport au travail aussi ayant changé. Ça, c'est la crise Covid. Voilà, ils ont pâti de cette nouvelle relation au travail où les gens sont plus exigeants. Et puis ils sont restés chez eux, il faut le dire un peu cash. Voilà, il n'y a pas de télétravail quand on fait de la Donc, restauration, quand on est sur un chantier. Donc tout ça, sans doute, est important dans la compréhension du sujet. Concernant les salaires, bon, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Oui, il y a des emplois qui sont à revaloriser. On en a parlé pendant la crise. Des secteurs, oui, pour et le des moins. secteurs entiers à revaloriser. Je rappellerai simplement que on a le record des prélèvements obligatoires des pays développés. Je vous attendais. Bah oui, mais bon, donc quand on parle d'augmentation du pouvoir d'achat, attention, il faut... En même temps aussi travailler sur Il faut parler d'augmentation des revenus, mais pas simplement d'augmentation de salaire, parce que sinon, je pense que ça va être compliqué et que ça va ne faire qu'aggraver le problème, notamment des emplois peu qualifiés, où l'on sait que la France est spécialement handicapée dans sa concurrence mondiale. Benjamin Zimmer, c'est intéressant ce qu'ouvre comme porte Valérie Nessian, parce qu'on n'est pas uniquement sur dire il faut augmenter les salaires, il n'y a qu'à Faucon. C'est un débat beaucoup plus profond. Est-ce que vous êtes sur cette ligne en disant quand on touche au salaire, il faut aussi toucher, je dirais, la structure, au modèle ? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le salaire en termes de revenus. Il y a aussi à travailler sur nos dépenses au quotidien. On a certainement, chacun d'entre nous, chaque Français, des points d'amélioration sur notre consommation d'énergie, sur nos déplacements, sur... Plus vertueux. Oui, plus vertueux, et peut-être aussi à gagner quelques euros, à renégocier ses contrats d'assurance, à ses garanties. Il y a énormément de sujets. Là, vous nous faites UFC que choisir. Non, je vous fais le discours d'entrepreneur que je connais très bien, dans le sujet notamment des retraités, parce que je travaille dans mon métier, c'est de diriger une alliance de marques. Et il y a plusieurs sociétés dont le métier, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités. En leur trouvant du travail pour compléter leur salaire, en leur permettant de revoir l'ensemble de leurs dépenses au quotidien. Nos charges courantes de la vie de toujours ont explosé depuis 10 ans. C'est clair. La téléphonie, par exemple. Et on s'est créé aussi des nouveaux besoins, avec des nouvelles dépenses. Bien sûr. Donc il y a plusieurs enjeux. Il ne faut pas juste ramener tout le débat à la rémunération et au salaire. Permettez-moi d'y revenir, et je donne la parole à Olivia Copin, mais quand on voit des logisticiens, c'est un mot un peu chic pour dire ce sont des gens qui prennent des colis dans des énormes hangars pour des sociétés qui sont des GAFA, pour le dire simplement. On cherche des routiers, on cherche des personnes dans les EHPAD. Ce sont des emplois difficile. Est-ce qu'il n'est pas utile, nécessaire, si on veut créer un peu de marque employeur, utilisons ce terme, les attirer? Ça me semble inéluctable. Enfin, même le Premier ministre Jean Castex a dit il faut que les branches s'en emparent très rapidement quand même. Oui, parce que je pense qu'au-delà en fait, du problème de l'offre et la demande, les causes, elles sont multiples, elles existaient déjà avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, elles ont été exacerbées par la crise sanitaire qu'on a pu vivre. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie désacralisation du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des emplois qui étaient déjà pénibles avant, mais notre rapport à cette pénibilité, le seuil de tolérance par rapport à ces conditions de travail, n'est plus le même. Mais oui. Et là, je pense qu'il faut un réel choc, en fait. Mais vraiment, une vraie prise de conscience dans ces secteurs-là, parce que évidemment, comme vous venez de le souligner, vous avez le salaire, mais vous avez aussi les conditions de travail, la maîtrise de son temps. La qualité de vie. Je prends un exemple tout simple, les coiffeurs n'arrivent pas à recruter. Il y a une pénurie aussi dans ce secteur-là. Vous regardez les chiffres, vous avez de plus en plus de coiffeurs qui se mettent en freelance. Il y a une explosion des coiffeurs à domicile. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui arrivent sur le marché, ils veulent maîtriser leur temps, ce qu'ils font avec le freelance, et gagnent beaucoup mieux leur vie, équilibrer le rapport vie perso, vie privée. Donc je pense qu'il y a des données économiques, mais il y a une vraie prise de conscience. Sociologique. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est la révolution du travail, dans son rapport au travail. C'est très juste. Et il y a un exemple très concret. Je lisais justement que le secteur de l'hygiène et de la propreté avait augmenté les salaires de plus de 3%. Et pourtant, ils ont toujours autant de mal à recruter. Ça veut donc bien dire que la question de la revalorisation de ces travaux pas que le salaire. Existe indéniablement, et on le sait, on l'a vu pendant la crise sanitaire, notamment dans les professions de santé. C'est plus global. Mais c'est plus global, et ça c'est important. Un petit mot sur les pourboires, excusez-moi, parce que tout ça est un peu gadget. On est entré dans une année électorale, donc évidemment un président qui est au pouvoir... Ah bon ? Non, vous ne l'avez pas dit ?
Non, On vous l'a pas dit. Alors je vous informe qu'on va rentrer dans une année présidentielle. Pour être sérieux, le président de la République, évidemment, pour répondre au plus pressé, dit bon, on va défiscaliser les pourboires, parce que quand on fait une carte bleue, on fait un pourboire, mais on ne sait pas qui le récupère, tout ça est fiscalisé. Bonne ou mauvaise idée, gadget ou pas? On va pas très très au fond là. C'est dans l'air du temps. Ouais. En fait, on fait juste s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, toutes les transactions, elles sont pratiquement qu'avec sur le carte téléphone. bleue. Voilà, donc, quand je fais un achat dans des magasins que je ne citerai pas, on me propose, voulez-vous donner 2 € à une association caritative, et on peut donner 2, 3, 10, 20. On peut le faire pour les pourboires. Voilà. C'est des mesures qui vont dans le bon sens. Ok, bon. Vous n'êtes pas d'accord? Non, gadget? Oui, alors. On s'en fiche un peu? Non, je dis complètement de gadget. Oui. Quand c'est relié à la revalorisation de ces emplois, on se fiche du monde. Il faut quand même être clair. Et 3, question de société sur la disparition du cash, qui reste quand même un petit espace de liberté. Peut-être, contre le débat progrès, mais c'est quand même un vrai débat, et je crois que cette anecdote permet de le reposer. En tout cas, je crois que c'est pas gadget, pas gadget. Pour tordre le cou à cette idée qui a été lancée comme ça au salon en disant allez, alors je précise que c'était une idée de l'UMI, donc c'est la fédération qui gère les restaurateurs, de 2018, puisqu'elle avait mis cette idée sur la table il y a déjà quelques années. Non, mais c'est une décision en tout cas qui c'est du bon sens. Après, effectivement, il faut pas que ça masque le débat de fond. C'est pas la générosité des clients qui vont améliorer les conditions de travail de la restauration. Encore une fois, on parle de professions où les gens n'ont pas de week-end, n'ont pas leur soirée. C'est très compliqué d'avoir une vie familiale. Sans parler de la violence qu'il y a au travail dans ces milieux-là. Dieu sait qu'il y a eu des affaires qui sont sorties dans ce secteur. Donc je pense que c'est une prise de conscience et à la fois l'action politique du gouvernement, mais aussi une prise de conscience de ces secteurs-là sur comment rendre les conditions de travail beaucoup plus acceptables. Et là, du coup, on pourra peut-être parler d'attractivité. Le chiffre, alors il y a un débat sur le chiffre qui n'est pas le même entre le MEDEF et la DARES. Il y a 264 800 emplois vacants au deuxième trimestre. Ça, c'est ce qui est annoncé par la DARES, qui est l'organisme d'État officiel. Mais le MEDEF, assez régulièrement, notamment à la REF, à l'hippodrome de Longchamp, il y a quelques semaines, disait on est à 500 000, on est à 600 000. C'est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandeurs. On est à près de 6 millions de demandeurs d'emploi, 5,9 millions, et ça ne se croise pas. Comment on fait pour créer cette employabilité? Comment on réinvente? On va en parler dans quelques instants dans la formation, mais comment on crée des passerelles? Parce que c'est ça l'enjeu. Comment on fait pour faire passer quelqu'un d'un café-restaurant qui n'a plus envie d'y être à un métier de routier, à un métier d'auto-école, de formateur auto-école? Alors moi, je n'ai pas la réponse à toutes vos questions. Par contre, ce que je peux constater, c'est que pendant le Covid, beaucoup de gens ont arrêté de travailler, se sont formés, et notamment ceux qui travaillaient dans la restauration, pour justement aller switcher sur d'autres métiers, etc. Donc déjà, de leur point de vue, d'eux-mêmes, ils l'ont fait. Moi, je n'ai pas envie d'avoir non plus un discours trop pessimiste, parce que c'est très facile dans le contexte dans lequel on vit d'avoir un discours noir, surtout. Qui ne l'est pas économiquement, il faut le dire, les chiffres sont plutôt bons sur le plan européen. Oui, exactement. Et je pense que justement, face à une crise, c'est un enjeu considérable pour faire du progrès, améliorer les choses. Nous, c'est le combat. Vous dites c'est le moment, en fait, là. C'est exactement le moment. C'est le combat qu'on a tous les jours chez Entreprises et Progrès, de faire justement en sorte de rebondir sur des crises pour créer du progrès. Et là, il y a du progrès social. Alors, il y a des salaires, peut-être à revoir. Mais il y a du dialogue social. Alors, on se met autour de la table, on discute. Et puis plein d'avantages. Il y a plein d'avantages, il y a plein de services qu'on peut rendre aux employés sans leur demander, sans leur verser un salaire. Ils peuvent avoir énormément d'avantages, notamment dans les comités d'entreprise. Et ça, c'est des salaires entre guillemets déguisés, en tout cas des formes de rémunération qui vont pouvoir les aider. Qui contribuent à une forme de qualité de vie ou de bien-être au travail. Vous êtes d'accord, c'est pas que de l'euro. Encore que je remets dans le contexte ces augmentations énergétiques pour ceux qui chauffent au gaz, pour ceux qui sont à l'électricité, on voit des augmentations de 20%. Ça va quand même peser sur le pouvoir d'achat des ménages. À un moment donné, les salariés vont quand même aller voir leur chef d'entreprise en disant il faudrait quand même m'aider. Avec cet argument-là, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, travailler, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc, vous avez le salaire, vous avez les conditions, vous avez le ratio vie privée, vie perso. Et là où je rejoins complètement, c'est que la racine grecque du mot crise, c'est solution, quoi. C'est-à-dire, justement, en fait, c'est parce qu'il y a une crise, comme il y a eu la crise de Covid, et ça a été un accélérateur sur la transition écologique, sur des sujets, sur le climat, qui sont extrêmement importants. Et c'est inquiétant. Évidemment. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Et pareil, je pense que cette crise-là, qu'on est en train de vivre sur cette pénurie, enfin, on va en parler sur ce plan qui va être, cet investissement qui va être fait de masse sur la formation. La crise, c'est aussi l'occasion de, comme on est au pied du mur, il faut agir et ça peut être bénéfique in fine. Basculons sur ce qu'a annoncé à Châtellerault le Premier ministre avec Elisabeth Borne sur ce grand plan de formation, 1,4 milliard.
Vous allez me dire, bon, on est en campagne présidentielle, le président ouvre le chéquier, c'est ça que je le vois dans vos yeux. Oui, mais ou non. Oui, de toute façon, oui, mais en l'occurrence, je pense qu'investir dans la formation, c'est investir dans l'avenir du pays. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. À condition que ce soit fait correctement. Sur le plan d'investissement, la Cour des comptes a eu quelques mots pour critiquer les modalités de mise en œuvre. Donc, comme souvent, l'intention est là et elle est louable. L'argent est là et il est mobilisé, et tant mieux. Nous, ce qu'on attend du côté des entreprises, c'est évidemment que ce soit mis en œuvre d'une manière efficace, transparente, concertée. Et c'est peut-être là-dessus que les choses restent à... Les entreprises, dans la réforme de la formation, ont perdu une partie de leur autonomie. Et absolument. Et donc, évidemment, repris par des organismes tutélaires. Mais la demande de formation est très, très forte. À la SFAF, on a une académie de formation avec notamment le diplôme référent européen en matière d'analyse extra-financière sur l'ESG, qui est un des grands domaines dont on parle énormément. La demande, elle est exponentielle. Donc, il y a eu, je trouve, une bonne communication autour des comptes de formation professionnelle. Et je crois que la crise a été en effet très propice à cette interrogation de chacun sur comment je me forme pour demain être... Benjamin Zimmer, Olivia Copin, ce chiffre, parce qu'on en parle beaucoup sur ce plateau, je reste un peu accroché à cette idée des fameux chômeurs de longue durée de plus de 50 ans, voire même de plus de 55. Il n'y a que 50,3% des inscrits à Pôle emploi qui sont des chômeurs de longue durée. Et il y a près de la moitié des plus de 55 ans qui sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de travail. Le plan évoque l'idée quand même de mettre un coup de pouce et d'aider les entreprises qui embauchent, faire la même chose que pour les alternants jeunes, le faire aussi avec le même dispositif d'aide fiscale, d'accompagnement. Est-ce que vous soutenez cette idée? L'idée que des deux bouts de la chaîne, il faut que nos seniors soient encore dans l'entreprise, parce que ce n'est pas le cas. Évidemment, surtout que là, on ne parle pas d'un sujet, mais ça va bientôt arriver, de la réforme des retraites, et qu'on va travailler plus longtemps. 1er octobre, enfin, retraite et assurance chômage, 1er octobre. Donc le sujet, il est évidemment présent et il faut le travailler. 67 ans, vous avez vu Édouard Philippe. Oui, mais de toute façon, c'est assez logique. Enfin, notre espérance de vie a gagné en 40 ans énormément d'années, donc c'est assez logique qu'on travaille de plus en plus longtemps, peut-être d'une manière différente. Mais pour revenir sur le chômage des seniors versus le chômage des jeunes, pour moi, ce n'est pas le même problème. Quand vous êtes jeune, vous êtes mobile. Quand vous êtes senior, que vous avez construit votre vie, que vous avez 3 enfants, on est là. Et que vous avez votre maison et toutes les dettes qui doivent s'accumuler avec tout ça, vous ne changez pas de vie aussi radicalement. Donc, et puis l'emploi, s'il n'est plus là, il n'est plus là. Donc il y a un vrai travail. Non, mais excusez-moi, il y a une pédagogie de l'entreprise. Excusez-moi de le dire, ça fait 30 ans ou 20 ans que je fais des débats. 20 ans où c'est toujours un peu la même histoire. À 50 ans, vous êtes vieux et on vous lourde. La grande hypocrisie. On est d'accord. C'est la plus grande hypocrisie, tout ça. Et moi, je trouve que la vraie discrimination aujourd'hui, enfin la vraie, il y en a plusieurs malheureusement, mais celle dont on ne parle jamais, c'est la discrimination liée à l'âge. À l'âge, bien sûr. Elle est épouvantable, elle est aussi bien homme que femme, elle est non dite. Elle est implicite. Et moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. On vous traite de senior à partir de 45 ans, 55 ans. Ça dépend des normes. Mais chez Pôle emploi, c'est à partir de 45 ans, c'est glaçant, ce qui est quand même abominable. Et alors, à 55 ans, je ne vous en parle pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce c'est un plan d'accompagnement chez la retraite. À la fois d'autocensure chez les personnes qui ont atteint ces âges-là qui s'y attendent, et de discrimination dans les entreprises. Olivia Copin, un mot, parce que une fois qu'on a fait le diagnostic, on se dit tous qu'effectivement il y a une hypocrisie sur le sujet, qu'on le sait depuis 20 ans, que les seniors se retrouvent dans une situation catastrophique parce qu'ils ont des enfants aux études, parce qu'ils doivent continuer à accompagner évidemment parfois leurs parents et que leur situation se dégrade. On fait quoi? L'État s'en mêle, fait des mesures fiscales, crée des normes contraignantes. On en est toujours sur les mêmes sujets en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le marché s'organiser? À un moment donné, je pense qu'il y a un vrai quand même sujet politique. Ces gens-là, il faut aller les chercher. Comme vous disiez justement, en plus, on parle de très jeunes seniors. Enfin là, on marche un peu sur la tête. Quand vous imaginez, surtout quand on a à 50 ans, autour de 50 ans, au contraire, on a toute cette expérience-là. Mais oui, à valoriser. À valoriser. On est habile, on est expert sur beaucoup de sujets. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, écoutez, vous coûtez trop cher. Tout ce jus de cerveau, cette matière grise, elle est inexploitée. Évidemment que la politique, il faut qu'il y ait une action politique sur
ces sujets-là. Il faut aller chercher ces personnes-là, les former sur d'autres domaines, les accompagner, parce qu'on ne peut pas... Vous savez, vous avez un pays, il a deux jambes. Hein. Vous avez la jeunesse et puis... Les deux bouts de cette chaîne, quoi. Oui. Voilà, donc pour marcher bien, il faut... Mais c'est aussi une stratégie d'entreprise. Benjamin. Le groupe dans lequel je travaille, le groupe WeCare, on a cette volonté, parce que localement on fait du service à la personne, d'aller chercher les gens qui peuvent faire le service à la personne. Et ça peut être effectivement des personnes de plus de 45, de plus de 50 ans. Donc là, il y a de l'activité et il y a de l'emploi. Après, se posent d'autres questions, mais la montée en charge, la montée en compétences, la formation, c'est des sujets qui sont, nous, au cœur de nos activités. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. C'est pas que dans les services à la personne, mais dans toutes les activités où finalement il y a un rapport d'humain à humain, où cette stratégie est en pleine croissance. Il y a des sociétés, des plateformes web qui se sont spécialisées sur le recrutement des seniors comme Tipeee Job. Donc il y a énormément de sujets qui sont on les a reçus, qui sont très intéressants. Avec le débat, pour conclure quand même, Valérie Oanessian, qui est le débat du salaire, parce que très souvent le RH ou le manager dit mais il me coûte trop cher, en même temps j'ai des jeunes qui me coûtent moins cher. Il y a aussi des logiques économiques contre lesquelles peut-être la puissance publique pourrait lutter. Parce qu'il y a un débat économique. Si on se sépare d'autant de cadres ou de seniors, c'est parce que, pour en tout cas le directeur financier, elles ont un coût pour l'entreprise. Oui, moi je suis libérale, je crois à la loi du marché, donc il y a un moment donné, l'État ne va pas non plus se substituer à l'entreprise pour définir une politique de ressources très humaines. Présent l'État, la Valérie Oanessian, sur tous les sujets, là, vous avez vu, il est quand même donc, très... voilà, il y a la question du salaire, il y a aussi, je pense, une question culturelle, parce que il y a des seniors qui pourraient accepter à un moment donné, peut-être de gagner un peu moins, mais de conserver un emploi. Enfin, je veux dire, la question ne se pose jamais en ces termes. C'est le CIP senior, quoi. Il y a quand même une approche culturelle qui, aujourd'hui, antagonise les jeunes et les seniors, la tech et les seniors. Et l'accompagnement au fil de la vie aussi, de la formation, pour en venir au plan de Castex. Voilà, un senior et un junior ne sont pas substituables. Même deux juniors et un senior... Non, ça ne fait pas, un senior. Ça ne crée pas la même valeur. Bien sûr, je suis d'accord. Ça sera le mot de la fin, Benjamin. Je rejoins ce Vous voulez le mot de la fin dire, mais ce que je pense aussi, c'est qu'on peut aussi inciter sur l'intéressement les salariés. Donc peut-être que dans certains secteurs d'activité, la rémunération des salaires est complexe. Mais par contre, on peut trouver d'autres incitations à avoir plus de revenus. On en revient au pouvoir d'achat. Il va falloir réfléchir à tous les dispositifs qui existent, intéressement, participation. Et à tout ça existe. Une manière de consommer. Voilà, tout ça est très gaulliste, puisque ça sera aussi un des thèmes de la campagne présidentielle, le rapport au fameux général de Gaulle. Qu'en reste-t-il? Merci Valérie Oanessian, directrice générale de la Société française des analystes financiers, la SFAF, et administratrice de la Fondation Concorde. Merci à Olivia Copin, vous êtes CEO de Just Business, et merci à Benjamin Zimmer, directeur délégué Silver Alliance, et vous êtes le vice-président d'entreprise et progrès. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Amélie Favre-Guittet nous donne peut-être quelques souvenirs, anecdotes des boulettes qu'il ne faut pas commettre en recrutement. Vous savez, quand on serre trop fort une main, l'erreur fatale, elle nous en parle. Amélie Favre-Guittet avec nous à distance, un petit peu grippée, j'espère que vous allez bien, Amélie, l'une des influenceuses de Smart Job, Talent Management, à la tête de Talent Management. Amélie, je ne sais pas si on va rire, je ne sais pas si on va sourire, je suis sûr que oui, mais vous nous parlez des boulettes, quelque part c'est du vécu, j'imagine Amélie, de ce dont vous nous parlez, c'est 36-15, appelez-vous ça, gênance, voilà, c'est le moment où c'est dur. Tout à fait. On le sait en plus, la plupart du temps, les entretiens, les candidats sont toujours un peu stressés quand ils arrivent aux entretiens. Et il y a très souvent pas mal de boulettes. Alors toutes les boulettes, c'est pas forcément celles que j'ai vécues. J'en ai quelques-unes qui sont effectivement des vraies pépites. Mais beaucoup, c'est des boulettes racontées du coup entre RH et recruteurs, parce qu'on aime bien ce qui est partagé quand même. Quel genre? On commence par quoi, Amélie? Qu'est-ce que vous avez en magasin en matière de boulettes?
Oh bah la plus sympa, c'est quand même le candidat qui se fait interviewer par son rencard Tinder de la veille ou de l'avant-veille. Donc il y a toujours un petit moment de gêne à ce moment-là de l'entretien, ou le candidat qui arrive à l'accueil et doit présenter sa carte d'identité et laisse échapper un préservatif. Donc forcément, ça fait le tour de toute l'entreprise et ça remonte forcément au RH pendant l'entretien. Donc voilà, il y a tout ce genre de petites choses qui sont assez rigolotes, ou les conseils d'amis, c'est-à-dire on a toujours un ami qui nous dit alors tu fais bien attention à la poignée de main, il faut une poignée de main super ferme, ouais, enfin tellement ferme que il a failli plier en deux le recruteur au moment de lui serrer la pince. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui sont assez rigolotes quand même. J'ai envie de vous demander, Amélie, vous n'avez pas envie d'écrire un livre un jour pour nous raconter un peu, vous savez, c'est l'almanach Vermeau des RH et des recruteurs, parce que concrètement, ce type d'attitudes qui sont liées à un stress, qui sont liées à une maladresse, qui sont liées voilà, aux petites choses de la vie, est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que tout d'un coup, cette anecdote du préservatif vous fait perdre l'emploi, ou est-ce que ce garçon a bien été recruté? Non, c'est pas rédhibitoire, ça nous fait sourire, on est quand même humain, hein, dans les ressources humaines, il y a quand même le mot humain, donc on fait quand même attention à ce genre de choses. Après, il y a des éléments qui vont être plus délicats à gérer, qui peuvent amener à ne pas recruter le candidat, mais le coût du préservatif ou de la poignée de main, bon, ça nous fait sourire, mais il y a des éléments où on va effectivement un peu moins apprécier et on va avoir une impression plutôt négative du candidat sur le long terme, ça c'est sûr. Vous avez quand même dans votre catalogue de choses un peu dingues, mais c'est même d'ailleurs des scènes de films, parce que je l'ai déjà vu dans un film, c'est la maman, ou presque le papa, qui vient mettre l'écharpe en bas de l'entreprise, quoi, qui va à l'accueil pour dire j'espère que ça va bien se passer. Ça arrive, ça? Ça arrive, moi je l'ai eu, j'ai eu la maman qui a accompagné son fils dans le bureau. Quand j'accompagnais, justement, je recrutais beaucoup de jeunes pour un poste et la maman a tenu absolument à rester dans le bureau pendant que je faisais l'entretien. Je n'ai pas réussi à la mettre dehors. Et très souvent, c'est elle qui répondait à la place de son fils. Donc c'était juste insupportable. Ah oui, et donc ça c'est quand même vraiment une scène de film. Et la maman a été embauchée finalement? Non, ni la maman ni le fiston. Ouais, c'est ça, c'est quand même un élément assez lourd à gérer quand vous remontez au client. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez remonté au client que la maman était là, mais comment vous dites à un client bon bah lui sa maman est venue, quoi? On le dit pas parce que ça fait pas sérieux et c'est ni bon pour le candidat ni bon pour nous forcément. On essaye de faire passer le message au moment où on raccompagne à la porte en disant ce serait bien la prochaine fois que votre fils il vienne tout seul à l'entretien, ça lui permettrait d'apprendre, de faire sa propre expérience. Donc on essaye plus de convaincre les parents que de convaincre le fiston finalement. Et le fiston avait quel âge pour terminer sur l'anecdote? Il avait 22 ans déjà. 22 ans, oui, d'accord. Donc il n'avait pas 14 ans, ce garçon, d'accord. Et un dernier mot, Amélie. Alors, là aussi, c'est un sujet ultra sensible qui génère du stress, c'est quand on parle argent. Et là aussi, parfois, on a la langue qui fourche. Oui, moi j'ai déjà eu un candidat qui s'est totalement trompé dans sa rémunération et qui, au lieu de m'annoncer une rémunération à 2500 € brut, m'a annoncé une rémunération à 1500 € brut. Sauf qu'il s'en est rendu compte que le lendemain, et du coup il m'a réécrit, et où il m'a appelé directement même, en me disant je suis vraiment désolée, mais quand on a parlé argent, je me suis totalement trompée, je touche pas 1500, je suis à 2500. Donc effectivement, heureusement, j'avais pas encore envoyé mon compte rendu au client, et j'ai pu rétablir le truc en disant oui, effectivement, c'était pas très élevé. Vous êtes dit, il se vend pas cher. Il se vend pas cher, donc je me dis tiens c'est bizarre, il est pas très cher, mais bon après c'est un choix personnel quand on parle rémunération. Moi il rentrait pour le coup très largement dans la rémunération que le client m'avait donnée, donc mais j'ai pu rattraper le coup donc sans problème. Merci Amélie, on n'aura pas le temps de raconter ce petit lapsus, un révélateur d'un recruteur qui au lieu de dire merci beaucoup dit merci beaucoup. On est d'accord. Ça sera le mot de la fin. Et c'est moi qui ai le mot de la fin aujourd'hui, Amélie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Portez-vous bien. J'espère que cette petite grippe ira mieux et qu'on vous retrouvera ici sur le plateau. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavin à la réalisation. Merci à Chloé au son, évidemment. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagne pour cette émission. Merci à vous. Restez fidèles, évidemment, à tous nos programmes. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.